La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous de votre TVR BPGO Business Club avec les trois chroniqueurs du jour. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous allons vous conter une très belle histoire familiale dans un instant avec Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Bonsoir Maurice. Bonsoir Stéphane. Bonsoir également bâtonnier Hélène Lodic-Baron, vous êtes ancienne bâtonnière, membre nationale du Conseil des barreaux. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Hélène. Et enfin, bonsoir à vous Anne-Marie Kemener. Vous êtes le commissaire général du SPACE. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Stéphane. Une très belle histoire qui depuis 70 ans relaie un peu cette activité du bien manger. Nous parlerons innovation avec quelqu'un qui porte de véritables valeurs. Il s'agit du président de Tribala Noyal, par ailleurs président de l'ABEA, l'association bretonne des entreprises agroalimentaires. Je vous demande d'accueillir Olivier Clanchin. Bonsoir Olivier. Bonsoir. On est très heureux de vous accueillir pour plusieurs raisons. Une alimentation plus saine, plus respectueuse, c'est ce que vous essayez de faire depuis 3 générations dans votre famille. Alors vous avez innové. 1951 est une date qui est très importante pour vous car Maxime et Olga Tribala, grands-parents maternels, vos grands-parents maternels, font l'acquisition de la laiterie Ravalet à Noyal-sur-Vilaine qui reste aujourd'hui vraiment le socle de cette véritable aventure. À l'époque, ça n'est qu'une toute petite laiterie. 64, vos parents, Françoise et Jean, vont prendre la succession. Françoise Tribala va devenir la première femme diplômée d'une école de laiterie. Et là, c'est le lancement du yaourt nature. Alors, il y a plusieurs dates. On va citer 61, lancement du premier label bio, déjà en 1961. En 88, les premiers yaourts de soja en France, avec Sojasun. 95, une marque pionnière, la marque Vrai. Et puis 2005, une date qui pour vous est très importante parce que c'est la transmission de cette responsabilité. Votre père Jean Clanchin va vous laisser aux destinées de cette entreprise qui n'a pas fini d'innover et de se projeter vraiment dans ce que cette agroalimentaire a de meilleur. Donc merci, grand merci à vous pour cette participation au TVR BPGO Business Club. La première question, elle est toute simple. Lorsque l'on en est à la 3e génération, il y a une forte responsabilité. On sort un peu le poids des années, des responsabilités, puis on essaie de tracer une route. Écoutez, oui, c'est cette logique de continuité quelque part. Tribala Noyal a une mission, donc c'est nourrir les hommes et la planète. Avec ces engagements, comme vous l'avez rappelé, et ce parcours qui s'est construit au fil des années dans cette Bretagne aussi, qui est la première région agroalimentaire française. Donc on a quand même un terreau très fertile sur notre territoire. Et c'est vrai que quand on est la 3e génération, il n'y a qu'une seule envie, c'est qu'il y a une G4 qui arrive. Donc quelque part, moi, ma mission, on m'a transmis cette entreprise avec son histoire, avec ce projet qui était dans lequel j'ai complètement adhéré. Et mon objectif, c'est qu'à un moment ou à un autre, on puisse arriver à passer le relais, le flambeau à mes enfants. Donc ils sont 3, donc c'est des sujets dont on parle ensemble. Sur lesquels on travaille aussi, parce que je me dis il faut du temps pour ces sujets-là. C'est quelque chose qui doit être choisi et non subi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, et c'est comme ça que je souhaite aussi le faire passer. Et vous avez une obsession, vraiment, nourrir sainement de la terre à l'assiette. Une question, Maurice Bourrigaud. Une question simple. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier Clanchin, dans votre stratégie aujourd'hui qui domine? Qu'est-ce qui est décisif pour réussir
quand on est Olivier Clonchin et Tribala? Alors, ce qui est décisif, c'est la mise en mouvement d'un collectif, quelque part, et être dans cette logique de proximité avec son écosystème. Donc, on a la chance, comme je disais, d'avoir un terroir qui est très riche sur le monde agricole. Tribala Noyal est riche de 25 filières que l'on a créées et co-créées avec le monde agricole. Donc, on a cette richesse, cette capacité à innover, à entretenir, à développer. Et puis, c'est d'être capable aussi, avec ses équipes, de pouvoir être dans une logique où chacun se sentent impliqués dans le projet de l'entreprise, puissent avoir une envie, prendre sa part quelque part, parce que la fabrication d'un produit alimentaire, on est quand même dans l'industrie de la vie. Moi, je trouve ça toujours assez exceptionnel d'avoir cette logique de connexion avec le monde agricole, avec les saisons. On travaille beaucoup avec la fermentation, avec des technologies très pointues, très poussées. Et donc, il faut pouvoir l'emmener jusqu'au consommateur final. Donc, c'est l'implication de l'ensemble des équipes. Et moi, je suis très, très fier durant toute cette période Covid qui a été aussi compliquée. Donc, qui a aussi, ça a été une capacité aussi que l'agriculture et l'agroalimentaire, avec l'ensemble des acteurs, ont pu relever le défi quelque part. De pouvoir continuer à alimenter et à proposer cette alimentation à l'ensemble de la population. Durant cette période compliquée, on a pu travailler sur notre projet 2035 de Tribala Noyal en impliquant les collaborateurs et les parties prenantes pour pouvoir l'écrire ensemble. Parce que, encore une fois, le fait de se dire qu'une direction, une famille, un petit peu en cercle fermé, puisse penser à la place des autres, ben, ça a pu fonctionner pendant un certain temps. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec la complexité dans le monde dans lequel on évolue, il faut vraiment que chacun puisse avoir cette capacité à s'exprimer, capacité à proposer et capacité à s'impliquer. Et c'est ce que je suis en train de faire avec mes équipes et ce que je trouve très stimulant. Maître Hélène Ledic-Baron. La marque Vrai a marqué un tournant pour votre entreprise. Aujourd'hui, avec la multiplication des référentiels, et notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, c'est quoi être vrai aujourd'hui ? Alors, être vrai, ben, c'est d'être dans une logique d'authenticité, dans une logique de transparence. Et c'est une logique d'implication où chacun comprend exactement le pourquoi il le fait, le sens qu'il y a derrière son produit, derrière son activité, derrière sa démarche. Donc cette logique de transparence, de vérité, elle est importante à être portée sur l'ensemble des acteurs de la filière. Et on voit qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on peut avoir, par exemple, avec la grande distribution, c'est, à un moment ou à un autre, c'est que la confiance elle puisse avoir été rompue, en fait. Et que le consommateur ou le distributeur, à un moment ou à un autre, peut avoir l'impression, ben oui, mais si je ne mets pas la pression à mon fournisseur, il va avoir des conditions, ou il va donner des conditions qui seront meilleures à mon concurrent qu'à moi. Et de se mettre dans cette logique de défiance, à pousser des exercices de pression, de négociation qui ont été très destructeurs de valeur sur l'ensemble des filières, ce qui amène aujourd'hui à mettre des textes de loi pour établir cette logique de confiance, cette transparence, ce qui est malheureux. Mais donc pour moi, être vrai, c'est ça. Anne-Marie Kemener. Alors, je fais le parallèle avec l'histoire familiale et puis aussi la structure de l'entreprise par rapport aux structures en fait des exploitations agricoles en Bretagne. Alors, comme vous le rappeliez, la Bretagne, elle a relevé le défi alimentaire. Elle continue à le faire. Ce n'est pas le cas de certaines régions du monde qui sont en crise alimentaire. On ne le sait pas toujours, mais c'est le cas. Il y a aussi une pénurie de blé, donc voilà, un enchérissement du prix de cette matière première. Je fais aussi le parallèle avec le dernier recensement agricole, moins de 100 000 exploitations entre 2010 et 2020. Donc voilà, je voulais avoir votre avis en tant que chef d'entreprise et président de la BEA aussi sur l'avenir de la production agricole et en particulier les productions d'élevage en Bretagne. C'est un sujet qui est compliqué et qui peut être, je dirais, angoissant sur le fait de se dire de quelle manière on va pouvoir nourrir la planète demain. C'est l'agriculture qui, quelque part, est le premier maillon. Et si on n'a plus d'agriculteurs, ben malheureusement, on aura bien difficulté à faire des produits agroalimentaires. Et on voit qu'aujourd'hui, la société s'est éloignée un petit peu de cette logique, de cette pertinence, de cet engagement du monde agricole et qui, de ce fait, perd en attractivité. On parlait de la logique de création de valeur, de quelle manière permettre à cette agriculture et ces agriculteurs de pouvoir recréer de la valeur au niveau de leur métier.
Et il est certain que vis-à-vis du réchauffement climatique, l'agriculture a un rôle majeur. Alors déjà, nous, en tant que consommateurs, puisqu'on voit que l'alimentation fait partie des 3 premiers pôles de production de CO2, et que certains disent justement que l'agriculture et l'agroalimentaire, mais en autre, soit on peut être les responsables de ce dérèglement climatique, soit on peut être les victimes de ce dérèglement climatique, ou soit on peut être ceux qui amènent des propositions et des solutions vis-à-vis de ce dérèglement climatique. Et c'est dans cette logique-là que moi que je me positionne sur cette capacité à être force de proposition sur ces sujets climatiques. Et c'est vrai que quand on parle de réchauffement, on parle de captation de carbone. L'agriculture fait la captation de carbone, excusez-moi. On parle de biodiversité, et là aussi l'agriculture a un vrai rôle sur la biodiversité. On parle de la qualité de l'eau, et sur ce sujet aussi, l'agriculture a un vrai rôle. Et donc moi je pense qu'on va vivre dans les prochaines années une bascule avec une véritable reconnaissance du rôle sociétal de l'agriculture, de l'agroalimentaire, pour pouvoir préserver ces paysages et nous amener une nourriture de qualité quotidiennement. Il faudra juste être capable de payer le juste prix de l'ensemble de ces activités et de ces contributions à la société. Lorsque l'on est en stratégie de conquête, on regarde beaucoup l'innovation et l'international. Le fait d'arriver avec une casquette d'entreprise d'Ille-et-Vilaine, premier département laitier de France, dans une région bretonne en pointe et première région agricole, c'est un bon passeport pour se développer ? Je pense qu'on a une image et une reconnaissance d'une qualité alimentaire, de cuisine, de restauration française exceptionnelle. Derrière la France, on a cette image du bien manger, du bien vivre. Et que le territoire de la Bretagne, qui est la première région agri et agro, naturellement surfe sur cette vague, avec la chance aussi de savoir travailler en réseau, d'avoir un écosystème riche. On a cette magnifique marque Produit en Bretagne qui s'exporte aussi très très bien. Et donc oui, je pense que c'est un atout pour l'agroalimentaire. Cette logique, encore une fois, de ce maillage, d'avoir une région qui est dynamique, comme on le disait, ou vis-à-vis d'autres régions qui peuvent se désinvestir sur la partie production laitière, animale ou d'autres cultures. Nous, on n'a pas ça en Bretagne aujourd'hui. Il faut qu'on soit vigilant, mais on ne l'a pas. Et donc, c'est un vrai atout pour la qualité de nos produits et notre performance économique pour pouvoir exporter des produits de qualité sur d'autres pays. Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Passionnant et passionné. Alors, on a évoqué un peu la loi Egalim, là, on a évoqué ce partage de valeurs, on a évoqué... J'aimerais revenir en interne, parce que vous êtes un promoteur d'une filière, vous agissez pour la formation, et en interne, vous agissez pour la promotion d'un certain type de management. J'aimerais que vous nous en parliez un peu, parce que c'est ce qui peut donner à des jeunes l'envie aussi de venir chez vous, à des cadres de venir de Paris ou de Marseille ou de Francfort ou de Londres, travailler chez vous. C'est quoi votre pitch sur votre style de management et qu'est-ce que vous encouragez chez vos managers ? La logique, quelque part, de s'adapter au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et en fait, je dirais, au fil du temps, d'une société qu'on pouvait imaginer ou identifier comme assez simple il y a de nombreuses années, on est arrivé vers des sociétés qui sont devenues plus compliquées. Et donc, face à quelque chose de compliqué, il y a des recettes qui sont adaptées pour pouvoir manager la complication. Et puis, on est arrivé dans un environnement où on amenait de la complexité. Et on ne gère pas la complexité comme ce qui est compliqué. Et donc, il faut de ce fait avoir une capacité d'agilité, une capacité d'accepter qu'on n'a pas toutes les solutions au moment où on se lance dans un projet, accepter cette logique de proximité que peuvent avoir les équipes avec une problématique. Et donc, nous, on a souhaité avoir ce choix de l'agilité et donc se dire que le système pyramidal n'était plus adapté quelque part à l'environnement dans lequel on évoluait. Et donc on a travaillé avec les équipes, regardé un petit peu d'autres méthodes. Et donc nous, moi je suis tombé
amoureux, ou peut-être pas, mais en tout cas cette méthode de Frédéric Laloux qui a une logique de se dire de quelle manière on peut révéler le meilleur de soi dans un environnement, dans un collectif. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place chez Tribal Noyal. Donc c'est d'avoir une logique beaucoup plus horizontale dans le management, que chacun peut s'emparer de n'importe quel sujet. Donc on a mis des règles qui sont très strictes par contre, mais une fois que ces règles sont bien posées et partagées, il y a une liberté d'action qui est très importante. Alors certaines personnes appellent ça l'entreprise libérée. Alors je ne suis pas très à l'aise avec ce terme entreprise libérée, moi j'appelle ça entreprise vivante. Et je suis assez bluffé d'ailleurs de quelle manière les choses se mettent en place. Après, ça demande un travail personnel du dirigeant parce qu'il faut accepter une logique de lâcher prise, il faut accepter que le droit à l'erreur, que le collectif et les équipes puissent exprimer ou expérimenter d'autres approches, mais encore une fois avec des règles de fonctionnement qui sont propres aussi à chacune des entreprises. Et j'ai des beaux exemples autour de moi, on arrive à des choses très, très riches. Maître Hélène Audic-Baron. Après une interruption, vous avez repris la présidence de l'ABEA. Je voulais savoir comment est-ce qu'on aborde un second mandat et quelle est votre feuille de route aujourd'hui et quels sont les enseignements peut-être de votre premier mandat à la tête de cette institution. Alors c'est assez rigolo cette évolution, ce qui s'est passé autour de l'ABEA, et c'était justement dans ces nouvelles méthodes managériales ou quelque part dans un contexte qui était particulier aussi avec le Covid, avec un engagement vis-à-vis d'Annie Saunier de passer le relais. Notre conseil d'administration n'arrivait pas à choisir ou à avoir quelqu'un qui relevait le défi de reprendre la suite. Et j'ai dit à un moment ou à un autre, il faut qu'on soit responsable, qu'on s'engage vis-à-vis du collectif. Moi, j'avais déjà fait ce mandat et donc je me sentais assez préservé. Et j'ai dit, bon, on va faire un nouveau mode de fonctionnement. On va faire une élection sans candidat au niveau du conseil d'administration. Et donc, malheureusement, je pensais, du fait d'avoir déjà eu le mandat, ne pas faire partie des personnes éligibles. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Donc tac, j'ai dit OK, donc on va repartir pour un tour. Par contre, je vais mettre mes règles sur le fait de se dire qu'il faut vraiment qu'on ait un collectif, et j'ai souhaité me faire entourer de vice-présidents qui puissent chacun aussi prendre des fonctions et que ce soit justement une présidence beaucoup plus légère à mon niveau. J'ai une super équipe avec Marie et des jeunes dans ce collectif qui portent des beaux projets, et donc ça s'est mis en place justement avec ce qu'on avait vécu, cette contrainte de difficulté à trouver un nouveau président pour cette association, alors qu'encore une fois, on est la première région agroalimentaire de France. Et donc, ce nouveau mode de fonctionnement qui, personnellement, me donne beaucoup de plaisir aujourd'hui, avec beaucoup plus de légèreté dans notre collectif, et me met en confiance pour le passage de témoin dans 2 ans. Anne-Marie Kemener. Comme l'a rappelé Stéphane tout à l'heure, vous avez été pionnier dans le domaine de la bio. Lors des récentes assises de l'agriculture, alimentation, santé organisées par Ouest France, Jérôme Fourquet de l'IFOP nous présentait les dernières tendances en termes de consommation, d'orientation de la consommation. Il nous indiquait que sur la consommation de produits bio, en fait, il n'y a pas de perspective immédiate de croissance de la consommation, à la faveur des produits avec une dimension un peu plus locale. Voilà, il expliquait aussi que sur la partie alimentation bio, c'était notamment la question du prix qui posait un frein en fait au développement de sa production, de sa consommation. Donc voilà, je voulais savoir comment vous, en tant que chef d'entreprise, et puis aussi, bien sûr, à nouveau, président de l'ABEA, comment est-ce que le local aussi, le produit en Bretagne, comme vous l'avez déjà cité, peut apporter aussi une valeur ajoutée aux produits qui sont produits justement sur notre territoire. C'est vrai que alors, déjà pour la bio, parce que je suis un acteur aussi du bio, et donc faut bien se rendre compte que dans les produits laitiers, la collecte de lait bio a été multipliée par 2 sur les 4 dernières années. Donc la bio a vécu une progression assez extraordinaire. Le Covid est arrivé par là, et donc on a bien vu que ça a créé un petit peu, ça a déstabilisé le marché, et on est plutôt sur un niveau de palier. Donc en 2020, on va être à moins 1,7.
Alors par contre, c'est vrai qu'on a vu derrière nous une conversion bio, c'est 2 ans. Donc quand le marché est en croissance comme ça, on embarque l'ensemble des filières, des agriculteurs à pouvoir aller dans cette conversion. Donc on se retrouve dans une période qui est de tension, où on va être avec une surproduction bio et un marché qui s'est stabilisé. Donc il faut pouvoir le relancer et se dire que, au regard, encore une fois, des enjeux climatiques, la bio est une des réponses, mais pas que. Et le local aussi en fait partie. La végétalisation de son alimentation en fait partie. Et donc, on a une chance, encore une fois, en Bretagne, d'avoir justement une production locale de qualité. À nous aussi, je pense, d'être en pédagogie, de bien comprendre ce qu'est bien s'alimenter, de bien comprendre la logique des saisons et la logique de proximité. Et j'avais partagé avec Loïc Chenet-Girard, notre président de région, cet engagement aussi que la Bretagne puisse être une terre du bien manger. De quelle manière on peut définir qu'est-ce que le local en Bretagne? Parce que le local en Bretagne est somme toute différent du local en Île-de-France ou dans d'autres régions. Et il est intéressant, moi je pense, pour le consommateur, d'avoir ces clés de compréhension pour ses achats de demain. Le 6 novembre dernier, nous avons, depuis le Palais du Grand Large à Saint-Malo, donné le go du Maxi Banque Populaire 11 d'Armel Lecléache pour le Vendée Globe et surtout la future route du Rhum destination Guadeloupe. Notre grand témoin était Roland Jourdain, qui s'intéresse de très près, et il participera sur un bateau avec des voiles, graines de lin, de chanvre. Et ça, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, à vous, à votre maman aussi. Vous en avez fait un musée pour expliquer vraiment la force et le devenir de ces cultures. Vous y croyez énormément. Je pense qu'en tout cas, la Bretagne a été une terre de production de chanvre très importante. Et donc, c'est intéressant de revisiter son histoire et de se dire qu'à un moment ou un autre, sur notre territoire, il y a eu cette production. Alors, c'était à l'époque où on faisait justement toute l'industrie du textile, les voiles, les cordages du bateau. Et donc, le fait de se dire de quelle manière on peut se réinventer, c'est aussi revisiter son histoire. Roland Jourdain est le parrain de notre musée du chanvre donc à Noyal. Et c'est vrai qu'en regardant cette plante, on s'est rendu compte qu'elle avait beaucoup de vertus alimentaires, avec une logique de richesse en acides gras de très grande qualité. Elle avait des protéines. De la même manière qu'on a pu le faire avec le soja, on s'est dit, tiens, et si on en faisait un jus, et puis voir comment ça pouvait se passer sur des process assez naturels de fermentation. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un petit peu comme on l'a fait avec le soja, des jus de soja, des desserts de soja et de chanvre, des produits plus cuisinés type le tofu avec le chanvre. Et donc on a développé et décliné ces produits. Donc ce sont des vraies innovations avec une production locale qui est intéressante aussi, qui se met progressivement en place. Et là aussi, il y a beaucoup d'éducation, de pédagogie pour faire comprendre et faire découvrir ces nouvelles saveurs. Et ce qui est passionnant, c'est voir aussi les grands chefs s'approprier et apprivoiser ces nouveaux goûts, ces nouvelles textures. Et le végétal a beaucoup à nous apprendre quelque part et à nous reconnecter aussi avec notre territoire et avec notre capacité à produire localement. La dernière question sera pour vous, Maurice. R&D, recherche et développement, justement, quelles impulsions vous donnez, avec quels moyens pour se rapprocher du consommateur qui change, et puis des règles qui changent aussi, le zéro plastique un jour, etc. Quelles impulsions donnez-vous, avec quels moyens? Alors l'impulsion, c'est vraiment le fait de... Alors c'est une impulsion d'envie déjà, de se dire on va relever un défi comme on a pu le faire dans le végétal, comme le disait Stéphane en 85, dans la bio en 75, et c'est de se dire à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui fait sens et dans lequel j'ai envie de croire, et je vais m'investir et je vais impliquer mes collaborateurs, les équipes qui sont avec cette même sensibilité et mon écosystème. On se rend compte qu'au final, notre succès qu'on a pu avoir dans le végétal et la bio, on ne l'a jamais fait tout seul. On a été précurseurs, certes, mais on a embarqué avec nous. Et c'est sur ces sujets-là, je crois beaucoup à la co-construction, au co-développement. On travaille aujourd'hui avec d'autres structures, d'autres organisations. Et c'est vrai que quand on parle d'environnement, quand on parle d'attractivité de métier, quand on parle de ces sujets de responsabilité sociétale de l'entreprise, on se rend compte qu'on n'est pas concurrent, entre guillemets. Et donc là, on peut se retrouver avec des grands acteurs de notre profession,
qui peuvent être concurrents sur les produits, mais avec lesquels on a un intérêt à en travailler collectivement, comme on le fait sur le recyclage des polystyrènes, donc les PS que l'on retrouve sur les pots de yaourt. On peut se retrouver avec des partenaires qui peuvent être des clients sur travailler sur de nouveaux modèles de recyclabilité de produits, de retrouver de la consigne pour certains de nos produits. On peut se retrouver avec le monde agricole pour travailler sur des nouvelles filières, telles qu'on en parlait sur le chanvre, et puis avec une proximité avec le consommateur qui, à un moment ou un autre, va nous interpeller. Et c'est ce qui se passe, par exemple, où on voit bien que au départ, quand on est parti dans le végétal, c'était pour répondre à des problématiques souvent de personnes qui avaient des intolérances et qui souhaitaient trouver des produits de substitution pour avoir une alimentation somme toute équilibrée. Mais qu'on voit aujourd'hui on parle des flexitariens, donc des gens qui comprennent qu'il faut végétaliser leur alimentation sans pour autant renier l'animal ou l'ensemble des autres propositions de produits. Et c'est de quelle manière l'entreprise est à même de pouvoir répondre à ces nouvelles attentes. Et le dernier produit qu'on a lancé, par exemple, je trouve ça assez sympathique et assez simple, somme toute. Ça s'appelle Pâquerette et compagnie, et c'est l'association du lait végétal et du lait animal. Toujours innover, toujours se projeter dans le bien-être, avec cette volonté de nourrir sainement de la terre à l'assiette. On a été vraiment passionné par ce discours. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir Olivier Clanchin, le président de Tribala-Noyal, également président de l'ABEA, l'association bretonne des entreprises agroalimentaires, que nous étions heureux d'accueillir avec Hélène, Maurice et Anne-Marie, et avec vous-même. Merci encore, passez une excellente semaine. Merci Olivier Clanchin. Merci. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.